Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale 27e anniversaire de la fête du trône. Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur la vision royale du territoire. Et si chez le commun des mortels, le territoire est considéré comme une carte, le souverain, depuis les toutes premières années de son règne, il le voit comme un projet. Et tout commence par une intuition, l'idée qu'un pays se construit depuis sa capitale et qu'il grandit aussi depuis chacun de ses territoires. Cette intuition devient ambition. Et pour comprendre, il faut remonter le fil des discours du souverain. C'est une véritable chronologie de l'ambition territoriale. Le premier jalon date du 6 novembre 2008. À l'occasion de la Marche verte, le souverain pose les fondations d'un nouveau contrat territorial, une régionalisation capable de rapprocher la décision du citoyen sans jamais remettre en cause l'unité de l'État. Et puis, le 3 janvier 2010, s'est installée la commission consultative de la régionalisation. La régionalisation cesse ainsi d'être une idée pour devenir un véritable chantier d'État. Puis vint le tournant du 9 mars 2011. La régionalisation avancée entre dans notre Constitution. Un an après, le discours du trône change de registre. Le souverain appelle à une véritable déconcentration administrative. En 2015, un nouveau cap est franchi avec les premières élections régionales. Quelques mois plus tard, depuis l'Aïoun, Sa Majesté le roi Mohamed VI fait des provinces du Sud le laboratoire de cette nouvelle architecture territoriale. Enfin, en 2017, le diagnostic devient plus exigeant. Le souverain appelle, je cite Sa Majesté le roi, à passer à la vitesse supérieure, fin de la citation royale, et à instaurer une nouvelle culture de coopération entre l'État et les collectivités territoriales. Et il faut dire que cette vision s'inscrit dans une histoire bien plus ancienne, une histoire des dynasties marocaines. Les Almoravides ont bâti leur puissance en reliant le Sahara aux grandes cités du Nord. Les Almohades ont structuré un vaste espace autour des pôles régionaux complémentaires. Les Mérinides ont fait des villes et des axes commerciaux les piliers de leur influence. Alors vous l'aurez compris, à chaque époque, le territoire a constitué le socle de l'État marocain. En 2026, cette histoire entre dans un nouveau chapitre, celui d'un Maroc à une seule vitesse. J'accueille pour cette émission ce soir professeur Hassan Arrafi. Bonsoir professeur Arrafi. Bonsoir. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat. Bienvenue à vous sur ce plateau. Avec nous aussi, il est économiste des territoires, consultant en stratégie et politique de développement. Tarek Tardim, bonsoir. Bonsoir Madame Ihsan, merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions et de répondre à notre invitation. Et avec nous, un autre académicien et professeur de l'enseignement supérieur, professeur Abdelaziz Khelfaoui, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Marhaba. Nous allons commencer depuis 1999, l'année de l'ascension de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur le trône de ses glorieux ancêtres. Et en 1999, il y a eu le lancement des grands chantiers de désenclavement. Professeur Arrafi, peut-être un flashback avec vous sur cette ambition territoriale qui commence dès les premières années du règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. En réponse à votre question aussi importante, est-ce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'État territorial ou la régionalisation avancée, ce n'est pas une alternative, c'est un choix. Et ce qui confirme cette assertion, c'est qu'on peut déjà décompter plus que 40 discours et allocutions royales qui réaffirme ce choix, que ce soit à travers les lettres royales. Et donc, c'est un choix irréversible, il faut y aller. Bien entendu, ça a été incarné d'une manière progressive à travers la mise en œuvre de plusieurs projets qui retracent les jalons de cet État territorial. D'abord, au niveau de désenclavement et de la lutte contre les disparités régionales ou territoriales, on peut déjà dénoter qu'il y avait un effort important en matière d'infrastructures de base.
au niveau de toutes les régions du Maroc, notamment le PERG et le PAGER, la généralisation de l'électricité, l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau potable. Et je pense que nous sommes au-delà de 99%. C'est-à-dire bien en termes de branchement. Et donc, il y a aussi au niveau des pistes rurales, il y a des stratégies importantes là-dessus. Au niveau de l'extension de réseaux routiers, je pense que le Maroc avait réalisé un effort colossal en la matière, en passant depuis 1999 jusqu'à l'heure actuelle de 80 km à 1800 km. C'est déjà un chiffre sonore. Également, au niveau des projets structurants, surtout au niveau de l'infrastructure portuaire, nous avons le Tangemet, qui est un hub très important qui a été construit. Et à côté, on a le Marchika de Nador. Et très bientôt, Inch'Allah, avec Dakhla, le Maroc il est en train de se positionner comme un acteur stratégique en matière d'infrastructure portuaire. À ceci, il faut ajouter des projets à caractère social, tels que la généralisation, le grand projet de la généralisation de l'accès à la couverture sociale. Et dernièrement, je pense que l'État est en train de faire un effort louable en matière des infrastructures de santé à travers la nouvelle configuration de la stratégie du ministère de la Santé pour la construction des grands pôles et des directions régionales au niveau de ce secteur qui a beaucoup souffert d'une insuffisance colossale. D'une manière nécessairement synthétique, on n'a pas le temps de recenser tous les projets que le Maroc avait déployés. Certes, le déficit il est toujours important, difficilement à résorber, mais je pense qu'on ne peut pas nier que des efforts importants ont été réalisés pendant cette période depuis 1999 jusqu'à l'heure actuelle en matière de réduction, pour ne pas dire de développement, des déficits en matière d'infrastructure et en matière d'accès aux services publics de base. À quel moment la vision de la régionalisation se transforme en véritable doctrine territoriale de l'État? Tariq Arti. D'abord, il faut dire très sincèrement que depuis le règne de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, nous avons assisté à un tournant paradigmatique qui a nettement été perceptible chez le citoyen depuis, on va dire, 2015, l'année où nous avons instauré la régionalisation. Bien sûr, cette aujourd'hui manière de concevoir le territoire comme laboratoire de l'innovation institutionnelle également, cette manière de concevoir le territoire comme laboratoire de proximité envers le citoyen était remarquable. Non pas seulement de la part en fait, des institutions qui ont également été déployées, mais également par rapport à la perception qu'a le citoyen envers ces territoires. C'est-à-dire comment on a construit la notion de collectivité territoriale, comment on a mis en place ce nouveau paradigme qui a en fait été développé avec une certaine progressivité. Alors, tout à l'heure, on parlait des infrastructures. Quand on a lancé les premiers programmes, notamment les deux programmes les plus impactants, c'est-à-dire le programme national des routes rurales, le programme d'électrification rurale globale, ça a tellement en fait marqué l'esprit, surtout des collectivités, des communes rurales, que l'impact a été très vite perçu d'une manière aussi importante qu'elle a permis en fait à ces citoyens, vous savez même que la démographie elle a évolué avec le temps lent de la construction de ces territoires. C'est-à-dire en fait, nous avons hérité de ce langage-là grâce à une prise de connaissance qui a commencé au moins depuis l'instauration des premiers débats sur l'aménagement de territoire, avec également la mise en place de l'INDH. Oui. En 2005, un moment extrêmement important qui a permis en fait de renouer une nouvelle lecture, j'allais même dire une nouvelle manière de penser les territoires par le développement humain. Exact, 14 millions de bénéficiaires depuis le lancement de l'INDH, 90 000 projets réalisés
et une enveloppe globale de 50 milliards de dirhams investis depuis sa création, comme vous l'évoquiez à très juste titre il y a quelques instants, en 2005. Le lancement de l'initiative nationale de développement humain. Donc en fait, le cœur du modèle aujourd'hui territorial repose en fait sur cette double légitimité, à la fois une légitimité représentative, puisqu'il y a aussi des acteurs qui accompagnent cette régionalisation, cette territorialisation de l'action publique. La preuve, c'est aussi la réussite de tous les programmes de l'INDH, et cette légitimité fonctionnelle traduite par tous les programmes de l'État, pensés au niveau national, à l'échelle territoriale. Bien entendu, ce modèle il a été piloté par le centre, effectivement, mais il a permis en fait une nouvelle lecture, à la fois dans les pratiques des acteurs au niveau territorial. Il a permis également de revoir la manière de concevoir les programmes au niveau territorial. Il faut imaginer que entre 2005 jusqu'à, on va dire, 2015, la lecture n'est plus la même à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Oui. L'accélération des différentes institutions au niveau territorial, la mise en place des sociétés de développement local pour accompagner cette transition au niveau territorial, pour accompagner les programmes au niveau territorial de manière à créer une base productive, une attractivité au sein des différents territoires dans une même région. La mise en place des sociétés régionales de développement afin de mettre en place tous les programmes de l'État au niveau national. Tout ceci, en fait, a permis d'asseoir cette territorialisation de l'action publique sur des institutions capables d'accompagner ce modèle-là territorial qui se développe. Bien sûr, comme n'importe quel modèle, il y a des limites, il y a des contraintes, mais je dirais ce modèle néo-développemental territorial a permis de repenser le rôle de l'État au sein de ces territoires. Il a permis de donner... Alors, le plus marquant, c'est également le dernier discours de Sa Majesté, le discours du 30 de 2025, oui. Et puis après le discours au sein du Parlement, où il a rappelé la nécessité de donner davantage l'accent à la mise à niveau territorial, donner davantage l'accent à l'accompagnement des territoires vers rendre capables les territoires également. Cette notion de capacité est également très importante parce qu'il a permis d'instaurer cette culture de la coopération, vous l'avez cité, au sein des territoires, et également cette question de réduction des inégalités territoriales, je dirais le levier ces 2 dernières années sur lesquelles un ensemble de programmes ont été mis en place, notamment le dernier programme, le PDTI. Oui, on va effectivement parler de la mise en œuvre de cette vision sur le terrain un peu plus tard, mais avant, vous avez parlé de 40 discours, messages royaux, où effectivement le souverain a appelé de ses voeux à revoir ce modèle de territoire du territoire marocain. Et il relie constamment 3 concepts, celui du développement territorial, on vient d'en parler, de la cohésion nationale et de la souveraineté. Ma question pour vous, professeur Khelfaoui, comment ces 3 dimensions se rencontrent-elles mutuellement ? C'est-à-dire que le développement économique permettra à des populations marocaines dans des régions plus ou moins en panne en matière de croissance, d'avoir des revenus et du coup améliorer leur bien-être. Et donc depuis les années 2000, Sa Majesté le Roi a insisté sur l'obligation, le droit de tout citoyen marocain, là où il est, d'avoir les mêmes droits que n'importe quel autre Marocain. Et en ce sens, l'État marocain, l'État central a fait énormément de projets en matière de rattrapage en infrastructure, que ce soit routière, que ce soit portuaire, et même des programmes à caractère social comme l'NDA, justement pour essayer de donner chance à tous les Marocains. Ces résultats ont eu un impact très positif dans l'ensemble sur l'économie marocaine. Il ne faut pas oublier que à l'échelle africaine, ces réformes ont permis un essor considérable du Maroc. On est la première destination touristique de l'Afrique. Ce n'est pas rien. On est parmi les premiers pays africains en matière d'attractivité à l'investissement étranger. Donc, toutes ces réussites traduisent justement cet effort considérable, cette volonté royale justement d'asseoir un développement économique qui doit embrasser l'ensemble des Marocains.
que ce soit dans les régions du centre, que ce soit pour les Marocains de la périphérie. Effectivement, c'est d'ailleurs ce discours aussi ce message plutôt du 3 janvier 2010 où le souverain évoquait l'unité de l'État, de la nation et du territoire. C'est très important, c'est-à-dire on parle en territoire et ils sont plusieurs, si on parle en région, aujourd'hui en tout cas en 2026 elles sont 12, mais il y a cette notion de l'unité, ce qui peut-être nous interpelle sur la centralité et l'unité. Si Rafi, ça vous fait sourire? Oui, parce que c'est pertinent Écoutez, dans ma conviction personnelle, la régionalisation ne se réduit pas à un découpage territorial. Oui. À mon avis, dans ma conviction, c'est une nouvelle grammaire de l'action de l'État. C'est-à-dire, on veut instaurer l'esprit de l'État territorial, qui ne signifie pas que ne signifie pas, comme peut-être certains le croient, renforcer la régionalisation, c'est systématiquement l'affaiblissement de l'État central. C'est faux. Je m'inscris en faux à cette dogmatique et à cette façon de penser. L'État territorial, c'est quoi au juste? C'est une belle combinaison entre l'unité de l'État, la décentralisation, la déconcentration et la différenciation entre les régions. Qu'est-ce qu'on cherche par l'État territorial? C'est changer la façon dont l'État il pense, dont l'État il planifie, dont l'État il met en œuvre les projets. Vous le savez mieux que moi, Smahli, je vous interromps, professeur Rafi, mais vous le savez mieux que moi en tant qu'expert en finances publiques et aussi juriste, les politiques publiques sont pensées depuis longtemps par secteur. Ah, ça c'est malheureusement, c'est pour ça que j'adresse ceci. Parce que quand je dis, il y a des gens qui devront comprendre ceci. Ce n'est pas uniquement le citoyen ou tout le monde, même des personnes qui sont au sommet de l'État, des policiers, ils doivent comprendre que la centralité a changé. Parfois, j'ai l'impression que le discours et les appels de Sa Majesté pour renforcer la régionalisation vont dans un sens et l'action, parfois, des décideurs publics, ils vont dans un autre sens. C'est comme ils n'ont pas appréhender les messages dans toute leur complexité et leur dimensionnement. Je n'exonère personne. Donc le changement de logique n'est pas pleinement intégré par l'administration, selon vous? À mon avis, il n'est pas pleinement... Je vous dis une illustration très frappante là-dessus. La déconcentration, on l'a adoptée depuis 2020. Parmi les textes les plus importants que le Maroc a adoptés, c'est la charte de la déconcentration qui interpelle le central à décongestionner, à déléguer ses pouvoirs financiers et administratifs. Quel en est le résultat aujourd'hui? Même Sa Majesté, dans sa lettre royale adressée aux participants des Assises au 2020, il a rappelé les premiers rappels. Attention, il faut activer la déconcentration. Parce qu'on ne peut pas espérer... Les Assises s'étaient tenues en 2025, n'est-ce pas? Non, en 2024, pardon. 2024. C'était un appel sonore. C'est-à-dire, il leur a dit, on ne peut pas réaliser ce concept de l'État territorial ou la régionalisation qu'on aille deux ailles. L'aille de la décentralisation avec le développement institutionnel des collectivités territoriales avec les trois niveaux, région, province, préfecture et commune, et de l'autre côté, la déconcentration de l'État. Aujourd'hui, dans certains ministères ou départements, il est resté une lettre morte. Ils ne veulent pas déléguer leur pouvoir. Et lorsqu'ils délèguent, le décret leur demande d'élaborer leur schéma directeur de déconcentration. L'anecdotique, il y a quelque chose qui est anecdotique. Vous savez quel est le premier département qui est, on peut dire, qui est classé en premier par déconcentration? C'est qui? C'est le ministère de l'Intérieur. C'est anecdotique. L'intérieur. Pourquoi c'est anecdotique? Parce qu'en principe, c'est le ministre le plus conservateur. Alors, on le voit, c'est le premier qui a réalisé les prescriptions de la charte. À les autres ministères, on trouve que toujours, s'il y a un responsable, un directeur régional ou provincial, etc., il est toujours sous la merci de son pouvoir central. Je pense qu'ils devront comprendre que le développement se construit à partir du territoire. Il ne se décrète pas à partir des notes et les circulaires de monsieur le ministre, etc. On ne peut pas planifier alors qu'on est dans notre bureau. Et je pense que ça, c'est un savoir-être, ce n'est pas un savoir-faire, même un savoir. C'est-à-dire, c'est une culture qu'il faut intérioriser chez le décideur public pour qu'il comprenne qu'aujourd'hui,
État régional, c'est-à-dire prendre des décisions qui sont plus proches du citoyen. Où se situe exactement aujourd'hui le principal déséquilibre entre les deux réformes, entre la réforme de la régionalisation avancée et celle de la déconcentration? La déconcentration est une composante de l'écosystème de la régionalisation avancée. Je vous donne un cas pratique. Oui. Imaginons pourquoi ça ne marche pas, ça coince. Imaginons un président de région, il est en train de faire son stratégie territoriale, que ce soit un plan de développement régional ou un plan de développement provincial ou quelque chose comme ça. Il aura besoin des partenaires, bien entendu, parce que le territoire n'est pas constitué uniquement des descendants. Il y a l'autorité locale, il y a les représentants de l'administration, ce qu'on appelle les services extérieurs déconcentrés. Lorsqu'il signe une convention, ça reste une lettre morte, parce que le responsable dans le territoire, il n'a pas le pouvoir de décider. Donc, le résultat, que ce sont les produits, sont stoppés. Et c'est parmi les raisons de la décélération de l'exécution des projets de développement. Et je pense, vous savez, le premier texte sur la déconcentration, ça remonte à plus de 30 ans. Ah. Et vu sa sensibilité, et ça remonte qu'on a vécu avec un État très centralisateur. Ils ne voulaient pas. Et je pense que c'est parmi les bienfaits du gouvernement Lettmani qu'ils ont fait sortir ce texte sur la déconcentration. Mais au niveau de la mise en œuvre, même Sa Majesté, il a toujours fait des rappels. Attention, il faut accélérer la déconcentration. Et je pense qu'on attend que dans le gouvernement actuel, il faut qu'il donne, parce que le gouvernement actuel est le premier responsable de la mise en œuvre de la déconcentration, de la charte de déconcentration. Il faut qu'il donne dans son bilan qu'est-ce qu'il a fait. Et je pense que le résultat ne serait pas satisfaisant à mon avis. Oui, Tariq Khardim, surtout qu'avec les résultats qu'on connaît et avec cette dernière décision prise lors du Conseil des ministres et qui donne une nouvelle génération de programmes territoriaux, je pense que c'est une réponse à ce que vous implicite. Venez de dire. C'est une réponse. Vous ne voulez pas déconcentrer? On va faire de notre manière. OK. Oui, Tariq Khardim. moi, je me rejoins à la réflexion de notre professeur Arafi pour dire que l'enjeu principal de cette réforme, c'est que nous sommes dans une réforme qui est on n'est ni dans un centralisme classique, ni dans un projet fédéral. C'est-à-dire, en fait, c'est un modèle territorial propre au Maroc, et c'est un modèle qui est, je dirais, hybride, inachevé. C'est-à-dire, c'est un modèle qui est à la recherche d'une nouvelle configuration, une nouvelle architecture territoriale. Bien entendu, je me rejoins à l'idée que, effectivement, pour qu'on puisse accélérer cette réforme de la déconcentration, nous avons besoin d'une élite capable de mettre en place cette réforme, notamment au niveau des différents ministères. Une élite également régionale, capable d'affronter les grands chantiers de cette réforme. Je pense que la réforme en tant que telle qu'elle a été développée dans le texte, elle est très ambitieuse, très intéressante à étudier, mais elle n'est pas encore bien perçue au niveau territorial. Parce qu'on manque d'abord de leadership au niveau territorial. On manque suffisamment, bien entendu, de moyens humains pour accompagner cette transition vers un modèle territorial achevé. Et c'est une réforme qui nécessite davantage d'allier les discours de la réforme, les derniers discours de la réforme, les 3 derniers discours de la réforme, et à une évaluation critique de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. On peut commencer à mettre en place une première évaluation de cette régionalisation pour dire, voilà, à travers les différents, notamment le rapport de la Cour des comptes. On a déjà fait une émission, n'est-ce pas? Oui, absolument. Avec ces chiffres aussi, et sur les contrats programmes, le taux de réalisation des contrats programmes entre 2020 et 22. Et 22, il est de moins de 10%. Voilà. Et donc, il est de 9%. Tout à fait. Et donc, on fait toute la réforme, mais il y a une partie processuelle, c'est-à-dire tout le projet de la contractualisation, oui. Les projets de la contractualisation. Il y a exact. Une partie qui est liée à la nature des programmes, des projets, mais derrière tout ça, il y a la compétence, il y a le potentiel qui n'est pas tout à fait exploité et qui, en partie, met la tension entre l'ambition d'aller davantage vers une territorialisation de l'action publique devant des réformes institutionnelles qui sont inachevées. Il ne faut pas oublier également la réforme des CRI, des centres régionaux d'investissement. Oui. Mais cette réforme à elle-même ne suffit pas si l'écosystème
de déconcentrer n'est pas mis en place. C'est-à-dire, en fait, on revient à ces logiques des deux vitesses. Il y a aujourd'hui, dans les grandes réformes, également les agences urbaines qui vont devenir des agences régionales. Mais au-delà justement de cette... Alors, je reviens à l'idée de l'esprit. Au-delà de ces réformes processuelles, nous avons également la réforme d'esprit de l'acteur. La réforme d'esprit de l'acteur, de manière à ce que ce moment territorial qu'on est en train de vivre, grâce à l'ambition royale, ne soit pas juste un effet de halo, mais qu'il soit vraiment un vrai projet de l'État territorial. Toujours dans le même sens, si vous Professeur permettez. Khalifa, oui, Donc bien je sûr. pense qu'il ne faut pas opposer régionalisation avancée et un État central fort. Mais les deux sont partenaires, chacun a ses prérogatives. Donc parfois, certains se plaignent du chevauchement des compétences entre les deux, c'est-à-dire entre la région et l'État central. Je vous donnerai un exemple. Par exemple, la région, sachant que c'est au ministère de l'Emploi qu'on peut faire des politiques pour lutter contre le chômage et promouvoir l'emploi, mais rien n'empêche dans les textes le président de la région de mettre une politique de formation pour lutter contre le chômage, à des partenariats avec les entreprises, etc. C'est-à-dire qu'il faut cesser d'opposer l'État et la région. Les deux peuvent marcher en parallèle pour un développement harmonieux dans l'ensemble du territoire marocain. Parce qu'on a besoin d'un État central fort pour les grands projets structurants, mais on a aussi besoin de l'action locale parce qu'elle est plus appropriée, la plus à même à connaître les problèmes et à les résoudre sur l'échelle locale. Oui, mais sur l'échelle locale, il manque. Alors, vous avez parlé des compétences humaines. Professeur Khalifa, oui, il y a aussi le financement. Oui, le financement, on en a discuté un peu la dernière fois. Le financement, je parle sous le contrôle de M. Arafi. Donc, les régions, jusqu'à maintenant, donc, ils disposent dans les textes que de trois impôts. Hein? La taxe sur les permis de chasse, la taxe sur les services portuaires et une taxe sur les produits de l'assurance. C'est très peu. Donc, finalement, c'est une structure qui reste relativement moins dotée que, par exemple, que la commune. C'est une aberration. C'est-à-dire l'essentiel du budget des régions proviennent de l'État à travers un reversement de l'impôt, une part de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus. Donc finalement, ils n'ont pas cette autonomie financière, c'est-à-dire ils dépendent dans l'essentiel de Rabat, enfin de l'État central. Donc il faut revoir ça dans les textes justement pour permettre à la région, au conseil régional, d'avoir des projets qui soient vraiment au diapason des attentes demandées justement dans les textes. Ah, absolument. Et d'où justement l'inadéquation entre la conception centrale d'un projet et celle qui se passe au niveau des territoires. Bien évidemment, professeur Rafi, en tant qu'expert en finances publiques, je vais vous interpeller sur cette question, et c'est le nerf de la guerre, le financement. Et là, on parle de déconcentration depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de décentralisation. Et comment résoudre cette équation à plusieurs variables? Je pense évidemment la colonne vertébrale de l'autonomie des collectivités territoriales, qui est un principe constitutionnel, c'est l'autonomie financière. Oui. L'autonomie financière, c'est-à-dire que les collectivités territoriales, que ce soit la région, les conseils provinciaux, les conseils préfectoraux ou la commune, aient des ressources suffisantes. Cette notion de ressources suffisantes. Si par exemple, on se réfère au modèle français, ils ont cette notion constitutive de ressources suffisantes qu'on n'a pas aujourd'hui. Les régions, si on prend les régions aujourd'hui, en même temps, parce qu'il y a quelque chose il y a un contraste, en même temps, vous demandez aux régions d'être prééminentes dans leur territoire. La prééminence, qui est un principe constitutionnel, c'est-à-dire c'est la région qui doit jouer le rôle de leadership. Mais comment il va le faire? Il faut qu'il dispose de la capacité de mettre en œuvre ce qu'il avait planifié, et ceci ne peut se faire qu'à travers la disposition de moyens, des ressources suffisantes. Alors aujourd'hui, comme l'avait souligné mon collègue, les régions, ils survivent grâce aux finances péréquatées, c'est-à-dire la péréquation financière, on prend un petit peu de l'attaque. Donc ce sont des transferts de l'État. Des transferts de l'État. Et par la suite, on risque de transformer les régions comme des fonds d'investissement. On leur donne de l'argent et on initie des projets, et on va leur demander aux régions de participer à ces projets-là. Et donc, on essaye, avec cette
avec cette pratique, on est en train de vider progressivement la région de leur existence, de leur substance. À mon avis, aujourd'hui, il faut qu'on soit plus courageux à déclencher un processus de décentralisation fiscale. Une vraie réforme de la fiscalité et des ressources financières. Si on veut vraiment, et nous sommes à la veille de l'autonomisation de la région, c'est ça. Et donc, je pense qu'on devrait faire de ce chantier de décentralisation fiscale un objet de réflexion profond afin de reconfigurer la manière de partager les ressources entre l'État et les collectivités territoriales. Mais le modèle classique a bien démontré ses limites. Les régions sans l'État, ils sont absents, ils ne peuvent rien faire. Ils sont en train d'attendre quels sont les transferts de l'État. Au niveau des collectivités, au niveau des communes qui ont des services de proximité, plus que 80%, si je ne dis pas plus, ils n'ont pas de ressources propres. Ah. Ils n'ont pas de ressources propres, c'est-à-dire qu'ils attendent qu'on leur rétrocède les affectations en matière de TVA. Les conseils provinciaux et provinciaux, je n'en parle pas parce que ça, c'est une autre problématique dans la reconfiguration de la décentralisation. Mais aujourd'hui, sans rentrer dans le détail technique des dysfonctionnements dont souffre la configuration financière de la décentralisation, je pense qu'il est temps d'ouvrir un chantier de réforme sur la décentralisation fiscale. Parce que ce concept, il faisait cruellement défaut. Aujourd'hui, on ne peut pas, au nom du principe de la différenciation des régions, je ne peux pas mettre au pied d'égalité du point de vue fiscal la région de Tafilelt, avec Casablanca. Ces régions ne se valent pas, oui. Mais ce qui est intéressant aussi, parce que le souverain, à travers ces nouveaux modèles de développement des provinces du Sud, a voulu faire des provinces du Sud un laboratoire de la mise en œuvre. Une expérience pilote. Et effectivement, pilote de la mise en œuvre de la régionalisation avancée. Et je cite le souverain, les provinces du Sud seront parmi les premiers bénéficiaires de la régionalisation avancée. Ça a été lancé, il faut le rappeler, à l'occasion du discours de la Marche verte depuis l'Aïoun, 40e anniversaire de la Marche verte en 2015. Ce qui nous interpelle aussi sur l'autonomie du Sahara comme évolution de la gouvernance territoriale, de la compatibilité avec l'unité de l'État et la souveraineté de la région. Ça, c'est un autre niveau. Alors, aujourd'hui, constitutionnellement, on a 3 niveaux. On a les communes, les provinces-préfectures et les régions dans l'état actuel. La région autonome, c'est un autre statut, dont les paramètres sont en train de se faire réfléchir. Mais vous parlez déjà de cette autonomie. L'autonomie a plusieurs facettes. Mais il y a une chose, 2 choses, 2 paramètres clés. J'ai eu l'occasion de travailler avec la Banque mondiale dans ce genre de chantier. Je pense, je peux résumer à 2 points d'entrée clés qui peuvent réussir un projet. Dans le benchmarking international, il y a plusieurs pays et États qui ont eu l'expérience d'autonomiser certains régions, en Europe, l'Espagne, l'Islande, etc., le pays du Golfe comme l'Irak, etc. Et lorsque je me suis demandé quelles sont les clés de réussite de certaines expériences et quels sont les facteurs de l'échec d'autres expériences, je trouvais qu'il y a deux clés essentielles. Il y a plusieurs facteurs, mais deux, si vous voulez, méta-problèmes. Si vous n'arrivez pas à les résoudre, vous risquez de ne pas réussir le projet. 1, la démocratie. Ce qui fait la différence entre les expériences, est-ce que vraiment vous consacrez et vous sacralisez la démocratie dans le processus de l'autonomisation. Le deuxième élément, c'est l'autonomie financière. Comment vous allez la réguler. Exact. Commentaire. Je voudrais très sincèrement revenir sur un aspect très fondamental. Avant de partir à la décentralisation fiscale, il faut d'abord décentraliser les moyens humains. Parce que là encore, dans beaucoup de cas, dans plusieurs ministères qui partagent des attributions plus ou moins très proches, il y a des chevauchements des compétences. Il faut réduire ces chevauchements. Il faut clarifier les compétences d'attribution des ministères. Alors, quelles nouvelles compétences il faudra maîtriser pour répondre aux attentes des citoyens dans les 5-10 prochaines années?
D'abord, justement, c'est cette charte de déconcentration. Alors, je reviens à la déconcentration parce qu'elle est le pivot pour réussir cette régionalisation. D'abord, il faut que cette déconcentration ne soit pas seulement administrative. Le professeur Arafil a souligné la déconcentration par les moyens. Mais je parle aussi de déconcentration à travers des généralisés. C'est-à-dire qu'elle touche l'appareil fiscal, qu'elle touche l'appareil... Mais avant qu'elle touche l'appareil fiscal, elle doit d'abord toucher l'appareil humain. Et que quand on parle du nouveau modèle des provinces du Sud qui a été piloté par le Conseil économique, social et environnemental il y a maintenant une dizaine d'années, l'idée c'était vraiment qu'on puisse faire aboutir à des provinces du Sud où les projets se concentrent d'abord sur les grands projets structurants. Effectivement, vous avez aujourd'hui l'appareil productif autour de Dakhla et autour de l'Oyoun, et puis davantage travailler sur les aspects humains, c'est-à-dire comment en fait décentrer sans chercher à forcer les moyens humains. Parce qu'en fait, finalement, si on voudrait décentraliser en l'absence des moyens humains, on ne pourrait pas parler de fiscalité, on ne pourrait pas parler des moyens financiers nécessaires. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'avant même d'aller vers un appareil fiscal suffisamment décentralisé, il faut qu'on puisse d'abord travailler davantage sur la question des moyens humains à mettre en place, c'est-à-dire en fait quelle charte de déconcentration humaine, c'est-à-dire comment on va préparer en fait toutes ces agences-là, par exemple le cas des agences urbaines qui vont devenir des agences régionales, qu'est-ce qu'on fera avec ces agences-là, et puis les autres appareils également, comment on va préparer en fait les territoires à accueillir accueillir toutes les compétences qui vont faire aboutir ces différents projets. Alors, il y a eu un Conseil des ministres en avril dernier qui a lancé une nouvelle génération de programmes territoriaux et cela implique justement les compétences. Il faut rappeler aussi que ce n'est pas la première fois que le souverain rappelle l'importance des compétences, mais il faut dire, messieurs, vous en conviendrez, que ce dernier Conseil des ministres marque une étape de changement de méthode. Tout à fait. Comment ? Un changement de méthode, d'abord non pas seulement par rapport en fait à la mise en place de ces institutions-là, mais la méthode dans le mode opératoire. C'est ça. Alors, on peut souligner un exemple, comme ça, pour faciliter. Alors, la collectivité territoriale, en prenant l'exemple des régions, des conseils régionaux. La dernière loi, 031-26, qui vient justement apporter de nouvelles modifications dans la manière de concevoir en fait cette vision au niveau régional. Et très intéressante, la mise en place de la participation de l'État va changer, c'est-à-dire on cherche des sociétés, à mettre en place des sociétés anonymes capables en fait de rendre compte par les résultats. C'est l'évaluation par les résultats. C'est des audits annuels, c'est une logique fondée sur les résultats et les KPIs. Exactement, tout à fait différente, et qui va, bien sûr, il faut leur donner le temps, c'est-à-dire les 10 prochaines années, la manière avec laquelle nous allons concevoir les projets au niveau territorial va totalement changer. Et ceci n'aurait que des conséquences très positives sur la manière de concevoir les projets au niveau territorial, ça c'est sûr. La méthode, deuxième élément de méthode, c'est le constat, les progrès sont de plus en plus en fait réels, mais les inégalités persistent. C'est-à-dire c'est ça le contraste aujourd'hui que nous avons. Nous avons des progrès, on est en train de voir des grands projets structurants qui accompagnent l'écosystème industriel, le cas de Dakhla, le cas de Tanger, le cas de Kenitra autour de la zone offshore, les grands projets structurants autour des villes qui se développent, mais des réalités, des inégalités territoriales persistent, tout simplement parce que, d'un point de vue institutionnel et juridique, on est encore concentré sur un texte sur des textes qui n'évoluent pas très vite, les textes d'application, notamment des 3 appareils territoriaux. Deuxième élément, c'est que cette inégalité est liée non pas seulement à des réformes, certes, fiscales qui doivent arriver, avec ce principe de progressivité, effectivement, mais deuxième élément, c'est la capacité des collectivités territoriales à s'inscrire dans l'innovation. Et ça a été souligné dans un discours de Sa Majesté. L'innovation même dans la manière de chercher des financements. Le financement décentralisé, aujourd'hui vous avez les financements verts, vous avez la possibilité en fait d'aller même vers la bourse,
de chercher même des actions. Bon, les PPP, oui, les partenariats publics, effectivement, ça aussi, c'est un élément qui est fondamental, qui va davantage développer le territoire. Et pour faire ça, je reviens au point de départ, c'est une affaire de compétences, puisqu'au niveau territorial, nous avons un véritable problème, une tension qui est liée à l'appareil politique qui accompagne ces projets-là. Aujourd'hui, nos formations politiques, les élites qui sont dans les différents conseils territoriaux nous posent des problèmes. Nous avons vu des exemples dernièrement autour de la région de Rabas Sali Kenitra qui interpellent. Quand vous avez ce genre ce genre de discours de certains présidents de conseil et autres élus dans l'appareil territorial, ça inquiète. Ça inquiète sur la capacité aujourd'hui même des jeunes. Sa Majesté le rappelle à chaque fois. Les jeunes doivent venir davantage au devant de la scène, dans l'appareil politique, comme d'ailleurs dans l'appareil sportif et culturel. Quand vous avez ce genre de discours, ça inquiète, ça met mal à l'aise notamment les jeunes qui veulent davantage aller vers la politique, ou pas d'ailleurs, ce sont des choix. Ces formes de résistance au changement, ces conduites de changement inquiètent davantage et mettre l'accent sur ce problème de rente politique sur laquelle aujourd'hui le Maroc doit davantage travailler en inscrivant le temps des institutions dans le temps de la démocratisation du fait territorial. La question sur la prochaine étape, c'est donner davantage de compétences ou davantage d'obligations de résultats, professeur Khelfaoui? Un peu les deux, c'est-à-dire que on a constaté qu'on a pris on a pris un petit peu de retard dans les résultats par rapport aux résultats. Donc, on essaie d'accélérer un peu la chose. En ce sens-là, on est de plus en plus minutieux par rapport aux régions, parce qu'on parle des régions. Je pense que le grand problème, c'est un manque d'audace de la part de certains responsables territoriaux. Donc, j'ai cité l'exemple tout à l'heure, un problème de chevauchement entre les compétences, mais rien n'empêche, par exemple, la prise d'initiative en matière d'emploi à l'échelle régionale, en matière d'encouragement de la création d'entreprises. Je pense que cet immobilisme et ce conformisme paralyse un peu le fonctionnement de certains conseils régionaux. Effectivement, on ne peut pas voir les résultats peut-être dans l'immédiat, mais effectivement, c'est tout un changement de mentalité. Je voudrais revenir avec vous avec cette dernière action et cette dernière décision sur ce changement de méthode vis-à-vis de la région, vis-à-vis aussi de l'audit annuel, de l'obligation des résultats. C'est nouveau, hein, mais pour les fonctionnaires, professeur Al-Rafi, comment intégrer cette nouvelle méthodologie? Vous savez, la performance, dans les écoles de management public ou même dans les théories, il y a une école qui s'appelle l'école de performance. Oui. L'école de performance, qu'est-ce qu'il dit? Performance, c'est comme un arbre qui va donner ses fruits. Mais ces fruits ne dépendent pas uniquement de l'effort que vous faites. Ils dépendent d'un macro-environnement que vous ne maîtrisiez pas. Et pourtant, le législateur marocain, je pense, il s'est aventuré d'introduire le mot, il a choisi le mot performance au lieu de terme résultat. Oui. Parce que la performance, c'est un terme très difficile à définir. Et donc, si on reste dans le concept de résultat, quel type de résultat qu'on cherche? Est-ce que c'est un output, une activité? Je vous construis une école, mais je ne vous garantis pas l'accès à une éducation valable. Je vous construis un hôpital, mais vous ne me demandez pas la qualité des soins. Ou vous voulez des outcomes. Vous voulez l'impact de ce que vous faites. L'impact, oui. Sur le citoyen, finalement. Je pense que nous sommes parmi les rares législations dans le monde qu'on a introduit le terme performance dans nos lois. C'est-à-dire qu'il faut être efficient, efficace, il faut être pertinent, etc. Donc aujourd'hui, au niveau des 3 lois relatives, les lois 111, 112 et 113, 14, sur les collectivités territoriales, le terme performance, elle est dedans. Mais qu'est-ce qu'on attend? Les outils pour ce faire, les outils techniques, la programmation budgétaire, les plans, etc. Mais il ne faut pas rêver d'accéder
ou de réaliser une performance en l'absence d'un leadership. Ça n'existe pas. Cet leadership, il dépend de l'élite. Parce qu'on ne peut pas réduire les collectivités territoriales à un écosystème administratif. C'est un écosystème politico-administratif. Je vous donne une petite anecdote. Imaginons, parmi les outils de la performance, il faut se faire auditer par un audit interne et mettre en place un contrôle interne. Vous savez, la composition des conseils, vous avez un président de conseil, et parfois, et ce sont des coalitions électoralistes, pas forcément politiques. Hein? Et donc, vous comprenez ce que je veux dire. C'est de circonstances. Oui, vous trouvez au niveau du gouvernement, ils sont des ennemis, mais au niveau des collectivités territoriales, ils sont des amis. Et donc, ça, c'est un phénomène sociopolitique que tout le monde le connaît. Et donc, dans cette formation, imaginez qu'un président, demain, il veut diagnostiquer ou auditer un de ses missions, l'urbanisme, etc. Et son vice-président, dont il a la délégation, comment il va interpréter cette mission d'audit? Un règlement de compte. Parce qu'on n'a pas la culture de performance. On n'a pas la culture d'autocontrôle. Et donc, si vraiment on veut instaurer de la performance, c'est question culturelle au premier ressort. Ce n'est pas une question technique qui dépend de la mise en place d'un système de contrôle de gestion ou un système d'information ou des indicateurs. Non, un indicateur, il est conventionnel. Il faut qu'il soit partagé par toutes les entités qui sont concernées. D'autant plus, la performance ne dépend pas uniquement des conseils régionaux, au préfet des conseils des collectivités territoriales. On ne peut pas. C'est pour cela la déconcentration, elle est importante. Déjà, la plupart des compétences partagées elles sont réalisées à travers des conventions particulières avec l'État. Quand on dit compétences propres, ça signifie pas des compétences exclusives. On n'a pas cette notion d'exclusivité. Tout à fait. Mais donc, ce sont des compétences. Je ne parle pas des compétences partagées, c'est un financement croisé entre l'État et les collectivités territoriales. Et donc, l'État, c'est pour cela que je dis qu'il faut changer les paradigmes de réflexion à l'État territorial. L'État et les collectivités territoriales, ils sont embarqués dans le même navire. Et je me souviens d'un aphorisme de Sa Majesté, le feu Hassan de Allah yarhamou, que je serais très heureux, il l'avait dit dans un événement cérémoniel, il avait dit « Je serai très content lorsque je verrai un jour que le président du conseil communal et le gouverneur de la ville, ils sont en train de se croiser les mains afin d'assurer le développement du territoire. » Ça a été dit, ça fait plus qu'une quarantaine d'années, mais l'aphorisme, il est resté toujours intact et il est aveugle. Aujourd'hui, sans synergie entre déconcentration et décentralisation, je pense qu'on est à côté de la plaque de la régionalisation avancée telle qu'elle est entendue, que ce soit par la Constitution, que ce soit par les hautes orientations de Sa Majesté le Roi. Oui, mais si la vision royale fixe le cap, quel est selon vous le principal frein, parce qu'on a parlé de plusieurs freins, le principal frein à sa pleine concrétisation? Je vous dis concrètement, et avec toute la citoyenneté demande, les élites. Le changement de l'histoire se fait par le changement des élites. Je m'arrête là. Très bien. Je poserai la même question à Professeur Khalfaoui. Enfin, les élites, oui, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la responsabilité aussi des citoyens, parce que les conseils des collectivités territoriales, que ce soit régionaux, provinciaux, etc., sont élus au suffrage universel. Donc il y a toujours un rôle des citoyens. Si vous êtes de cette élite un peu citoyenne, un peu compétente et vous êtes candidat et vous n'êtes pas élu, donc ce n'est pas de votre faute naturellement. Donc c'est un projet commun où tout le monde a sa responsabilité, l'élite. Je ne peux pas réduire ça uniquement à l'élite parce que c'est un processus électoral qui engage la responsabilité de tout le monde, les citoyens d'abord. Oui. Tariq Artim. Moi, je voudrais... Oui. Le frein à la concrétisation de la vision royale du territoire. Moi, je voudrais dire qui a déjà fixé le cap. Déjà pour 2015, 27 ans maintenant. Quand on a appelé régionalisation avancée, d'abord, il est avancé par rapport à quoi? Il est avancé par rapport au discours. On l'a remarqué chez les acteurs territoriaux. Effectivement, il y a un impact. Au niveau du texte également, parce qu'on a pris en compte
ce changement par le texte. On l'a fait dernièrement, le texte sur la région. Donc aujourd'hui, davantage mettre l'accent sur la nécessité de fonder le modèle territorial sur cette forme de décentralisation généralisée qui touche non pas seulement une seule dimension, il y a une forme de complexité certes, oui, mais nous avons besoin également effectivement des cadres, des élites capables d'accompagner cette transition vers un modèle beaucoup plus réussi. Et je dirais encore une fois, mon point de départ, c'est qu'aujourd'hui, il faut d'abord reconnaître les limites également de cette régionalisation en tenant compte de la limite qui est à mon avis structurelle. C'est la question davantage travailler sur cette question de citoyenneté territorialisée, c'est-à-dire en fait le rôle des citoyens dans cette affaire. Des fois, nous avons quand on voit un petit peu dans les réseaux comment ils voient ce modèle, cette transition, c'est-à-dire il faut également que les citoyens soient aussi suffisamment, ils connaissent un petit peu davantage comment cet appareil marche, quelles sont les limites de cet appareil. On ne cherche pas justement à mettre l'accent sur un seul acteur par rapport à un autre, mais évidemment, il faut changer par le modèle démocratique également, changer par la nature des programmes et des projets. C'est-à-dire on a tendance à mettre les projets sous forme de millefeuilles, et on se retrouve avec plusieurs programmes qui ne convergent pas vers le même résultat. Donc d'abord et ensuite et enfin les élites, bien entendu, qui accompagnent cette transition vers un modèle territorial intégré. Merci beaucoup. 27 ans de politique territoriale, de grandes réformes ont été entreprises sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Quarantaine de discours, comme ça a été rappelé par professeur Arafi, discours et messages qui ont fixé le cap, qui ont rappelé le cap, qui ont aussi appelé à accélérer la cadence dans la mise en œuvre de cette vision royale du territoire. Une nouvelle méthodologie voit le jour en 2026, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la concrétisation réelle de la régionalisation avancée pour, in fine, réduire les inégalités, pour réduire, et je cite cette expression utilisée par le souverain dans un de ses discours du trône, celle d'un Maroc à deux vitesses que le souverain appelle à ses vœux, à ce Maroc à une seule vitesse où il n'y a pas d'inégalités, mais en tout cas ces inégalités territoriales sont réduites pour que chaque citoyenne et chaque citoyen ait les mêmes droits, aussi les mêmes obligations, on vient de l'évoquer, mais les mêmes droits, et à accéder à ces services aussi de l'État qui soient les mêmes à Casablanca, à Tafilalet ou encore dans d'autres régions du Royaume. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je réitère mes remerciements à mes chers invités, professeur Hassan Arafi, encore une fois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, professeur Abdelaziz Khalfaoui. Merci à vous. Merci d'avoir enrichi cette discussion. À vous également, Tariq Khartim. Merci à vous. C'est la fin de cette émission spéciale 27e anniversaire de la Fête du Trône. Très bonne suite des programmes sur notre